oui, le temps est donné pour cette nouvelle semaine. Nous reprenons donc de plus belle avec vous, chers téléspectateurs, pour ce 11e jour de l'an 2021 en notre compagnie, toujours aux aurores. C'est un plaisir d'être à votre service ici avec toute l'équipe au sol et celle en haut dirigée de main de maîtresse par notre réalisatrice Massandje Koné qui fait sa première slave sur cette matinale. Alors, pour ce programme du jour, on aura à parler bien sûr de nos routes et plus précisément de l'engin qu'on utilise sur nos routes, à savoir la voiture. Et on se focalisera sur les roues motrices. La pneumatique nous entretiendra dans quelques instants avec monsieur Paul Arnaud Écou. Petite révision pour les 4 roues. Ce ne sera pas tout. En fin d'émission, on aura discuté avec monsieur Guy Abinogues dans la case investissement qui a décidé de prendre en main et en charge la jeunesse qui est une frange très importante de cet univers-là. Il donnera tous les secrets pour pouvoir mieux s'orienter quand on est jeune en fonction de son âge. Et voilà, bonjour à vous, monsieur Paul Arnaud Écou. Bonjour Alice. Alors, on va autour de ce plat parler en famille avec monsieur Paul Arnaud Écou. Oui. Du sujet du jour qui nous arrime à la pneumatique, n'est-ce pas? On parle de nos 4 roues, contrôler l'état de nos pneus, de son véhicule, c'est tout un programme. Déjà, avoir la définition, hein, c'est quoi un bandage pneumatique? C'est le thème technique. Oui, le bandage pneumatique, par abus de langage, on dit le pneu. Mais le bandage pneumatique, ça va être juste la bande élastique qui entoure la jante et qui permet de retenir la pression de l'air. Donc, quand on dit pneu, on ne pense pas seulement qu'au caoutchouc, on pense aussi à la jante. Donc, c'est cet ensemble-là qu'on va appeler la pneumatique et qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui. Très bien. Alors, prochaine question. Quand et comment contrôler l'état de ces pneus? Généralement, quand on approche de la visite technique, on fait un effort, on veut changer ses pneus, mais il faut prendre l'habitude de faire des contrôles visuels régulièrement. On le dit, il est très souvent conseillé de jeter un coup d'œil rapide lorsqu'on contrôle l'environnement extérieur de la voiture pour éviter qu'il se trouve quelque chose dans la roue. Mais en ce moment-là, on va contrôler l'état de pneu. Le contrôle le plus courant qu'on va faire, c'est le contrôle de la pression de l'air. On va voir si le pneu n'est pas assez plat, s'il est assez élevé. Mais il faut contrôler aussi tout ce qui va être lié à l'état de la bande, à cette bande élastique, les fissures, les boussouflures. Donc, il faut les contrôler très régulièrement, mais il faut faire un contrôle approfondi. Généralement, lorsqu'on va faire sa vidange, peut-être toutes les 5000 km, pour voir s'il n'y a pas des fissures qui apparaissent, si on n'a pas abordé les témoins d'usure. Donc, il faut prendre l'habitude, lorsqu'on va faire des contrôles plus poussés pour l'entretien de sa voiture, de vérifier aussi l'état de ses pneus. Justement, quand on envoie une voiture en révision pour d'autres pans, hein, au niveau du pneu, à quel moment on se dit que le pneu il est usé, il n'est plus en bon état, il faut le changer carrément? Il y a plusieurs points de contrôle techniques qui font qu'on doit changer son pneu ou faire une contre-visite. Donc, il y a une vingtaine de points de contrôle. Wow. Il y a certains points pour lesquels il faut forcément avoir des équipements adaptés pour savoir si le pneu est capable de garder la bonne pression régulièrement. Parce qu'on aura l'impression que ça se dégonfle rapidement alors que ce n'est pas PC. Parce que la jante est déformée. Quand la jante est déformée, le pneu est en mauvais état déjà. Donc, il faut contrôler l'état de la jante. Il faut contrôler les dimensions même du pneu aussi. Il y a plein de points de contrôle qu'il faut faire. Mais quand on va en visite, il faut contrôler le témoin d'usure. C'est le plus important. Puisque c'est l'usure normale du pneu, c'est la première cause pour laquelle on va changer le pneu. Il faut contrôler l'usure. Il y a des témoins d'usure dans les pneus, entre les rainures, qui ne doit pas être en dessous de 1 mm 600. C'est-à-dire que quand on paye la rainure tourne autour d'1 cm, c'est-à-dire de 16 cm, 10 cm, et il va se réduire au fil du temps. Il faut contrôler cette usure-là. Il y a des témoins, il y a plusieurs témoins, il y a plusieurs indicateurs. Il faut contrôler s'il n'y a pas de hernie, de boussouflures sur le pneu. Et ça allait être très technique, hein, monsieur Écou. Pour des personnes, surtout je parle au nom des femmes, la plupart du temps, on a tendance, il faut le dire, c'est qui est à juste monter dans le véhicule, démarrer et puis laisser ces petits réglages-là aux professionnels. Mais pour des femmes qui voudraient vraiment beaucoup plus s'intéresser, à quoi elles devraient faire attention? C'est vrai que c'est les techniques parce que les thèmes qu'on emploie sont les thèmes prévus par le code. Mais quand elle regarde son pneu, elle doit regarder où, voilà, pratiquement. Le premier regard doit être porté sur les rainures. Est-ce qu'elles sont suffisamment profondes? Les stries, c'est ça? Les stries que vous appelez, voilà. Est-ce qu'elles sont suffisamment profondes? Généralement, on va demander de... Bon, c'est une technique qui n'est pas fiable, hein, c'est une pratique que certains automobilistes utilisent pour mesurer. On va essayer de placer une pièce de monnaie. La pièce de 100 francs, par exemple, il y a une petite bordure là. On va essayer de placer sur le témoin d'usure
pour voir s'il n'est pas trop prononcé. Mais c'est juste des pratiques, je dis que c'est des recettes de grands, mais ce n'est pas vraiment efficace. Oui. Le témoin d'usure, il est profond, il est dans la rainure, il ne se voit pas. Si le témoin d'usure, c'est-à-dire qu'entre les rainures, il y a des petites, il y a des traits, il y a des bouts de bande qui relient deux rainures. C'est-à-dire que vous allez constater que si ces rainures sont touchées, le pneu il est hors d'usage. Donc vérifiez ça. Dans les stries, il va y avoir des points où il y a des rainures, il y a comme des tirés, je l'ai dit ça comme ça. Oui. Et quand c'est visible facilement, c'est qu'il y a un problème. Alors, merci déjà pour toutes ces recettes de grand-mère qui nous permettent de vérifier bien nos pneus au quotidien. Alors, M. Paul Anorekou, j'achète ma voiture chez le concessionnaire, j'ai tout ce qu'il faut et tout. J'utilise ma voiture pendant quelques mois, quelques années. J'ai un problème avec les pneus. Où acheter mes pneus? Ah, c'est une bonne question. En fonction de vos capacités, je vous dirais, allez chez le concessionnaire. Oui. Les grandes marques de pneus des concessionnaires ici. Donc, on peut l'acheter sur le concessionnaire. Mais il est permis de l'acheter d'occasion, puisque c'est réglementé. Sauf qu'il faut éviter d'acheter des pneus reconditionnés, qui ont été retravaillés, dont les rainures ont été redessinées. Et comment le profane, l'usager qui n'est pas très au fait de cette, on va dire, science, hein, finalement, peut déceler que c'est un pneu qui a été retravaillé, donc pas en bon état? Oui, ça, c'est vraiment difficile. C'est lorsque vous allez arriver au contrôle technique avec certaines machines, on va vous montrer que la bande élastique, qui doit avoir une certaine dimension, n'est pas respectée. Parce que je sais qu'il y a certaines techniques aujourd'hui qui permettent même de redessiner, de remettre à neuf les pneus. Et généralement, il n'est pas facile, il n'est pas aisé pour l'usager non averti. C'est des techniques illégales, finalement. Ou c'est pas adapté à tout type de pneus. Il y a certains pneus, par exemple, pour les poids lourds, la gomme est suffisamment épaisse et qu'on peut plus ou moins redessiner. Mais pour les petits véhicules comme les nôtres, ce n'est pas possible de redessiner parce qu'on va entacher de façon très large cette bande-là. Donc, pour les petites voitures comme les nôtres, j'allais dire c'est déconseillé, même c'est interdit. Mais pour certains véhicules, la bande est suffisamment large, donc on peut le faire. Et malheureusement, ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent avoir l'habitude de déceler qu'un pneu a été retravaillé. Mais quand même, il y a des contrôles visuels très apparents. C'est-à-dire que vous arrivez, on a soudé, on a recollé. Évidemment, c'est un pneu hors d'usage. Mieux vaut éviter. Voilà, vous parlez de soudure. Là. Généralement, dans nos quartiers, lorsqu'on a une petite défaillance sur le pneu, on va chez le vulcanisateur du quartier là, et nous soude là rapidement quelque chose et puis on repart de plus belle. Votre avis même sur cet aspect-là? Une petite crevaison d'un pneu en bon état, ça peut se réparer. Il y a plein de produits pour ça, il y a plein de techniques pour le réparer. Pas besoin de changer forcément. Pas besoin de changer forcément, mais une fissure d'une certaine taille, vous allez, quand je dis souder, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un autre bout de plastique pour venir coller dessus. Ça, ce n'est plus possible. Parce que la pression de l'air, contrairement à ce qu'on pense, est très forte. Et à tout moment, le pneu va éclater. Donc, il faut juste distinguer la petite crevaison de la déchirure. À partir d'une déchirure, je pense qu'on n'est plus en mesure de réparer un pneu. Même si je sais que c'était une expertise pour rattraper le pneu, mais même quand on le fait, il n'est plus en état d'être utilisé parfaitement. Monsieur Paul Anorekou, vous qui êtes très, très attaché à tout ce qui concerne la route, de votre position, vous pensez que l'état de nos pneus ici en Côte d'Ivoire est reluisant? Je pense qu'on n'a pas conscience de l'état des pneus. Je pense qu'on n'a pas conscience parce qu'il y a beaucoup de... C'est une méconnaissance ou c'est une négligence ou c'est une volonté? C'est une négligence. Parce qu'on sous-estime la valeur des pneus. Et ça, peut-être qu'il faut que j'insiste là-dessus. Comme on dit, malgré toute la puissance de votre moteur, toute la beauté de votre carrosserie ne tient à rien si vous n'avez pas de bons pneus, si vous n'avez pas la maîtrise de vos pneus. En fait, les pneus, c'est le seul élément qui tient la roue en contact avec la route. C'est-à-dire, en l'absence des pneus, vous aurez une voiture volante. Ce n'est pas possible. Il faut tenir compte du fait que les pneus supportent jusqu'à 99% de la force du véhicule. La pression est très importante, il ne faut pas le négliger. Et la plupart des défauts de maîtrise du véhicule partent du fait que le pneu aura éclaté, le pneu va se déformer. Une bonne tenue de route dépend des pneus. Vous avez des pneus bien montés, vous allez avoir une bonne tenue de route. Et vous allez avoir une bonne capacité de freiner et vous allez surtout économiser du carburant. Donc je pense que ce n'est pas négligence. On se dit, ah non, tant que ça roule, ça peut aller. Ce n'est pas vrai. Okay. C'est pas vrai. Voilà. Alors, vous parlez de pression. Quelle est la bonne pression des pneus et puis que se passe-t-il lorsqu'on n'a pas une bonne pression? Oui, la bonne pression des pneus, ça aussi, c'est une méconnaissance peut-être pour les usagers, parce qu'on laisse très souvent le vulcanisateur le dire. On va le voir, on dit, mets des laits. La bonne pression des pneus va dépendre du type de véhicule, d'abord.
et peut-être parfois du voyage à effectuer. La bonne pression des pneus, chaque constructeur qui sort sa voiture indique la pression des pneus en fonction du type de pneu et en fonction de la charge, de la masse du véhicule. Donc la bonne pression est forcément indiquée dans la voiture quelque part. Très souvent, il est dans une plaque sur le côté, si la portière est côté... dans l'antre de la portière. Exactement, côté conducteur. Il peut être dans la trappe de carburant, là. Il peut être aussi dans la boîte à gants, ou bien il est indiqué dans le manuel d'utilisateur. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller même sur Internet vous renseigner. J'ai envie rapidement de poser une dernière question. Tout à l'heure, vous parlez de la bonne tenue des pneus. Et quand on parle à l'os, il faut parler aussi aux chiens. La route, finalement, pour qu'il y ait une bonne adhérence, il faut aussi que la route soit de bonne qualité. Oui, évidemment, mais le pneu, il est conçu pour s'adapter à plusieurs types de routes. Un véhicule tout-terrain doit avoir des pneus adaptés, des pneus tout-terrain. Il y a plusieurs types de pneus. Il y a tout ce qui est marquage. Quand vous prenez votre pneu, tout ce qui est écrit dessus, c'est de la littérature importante, c'est obligatoire. On va vous donner la durée de vie du pneu, on va vous donner quel type de véhicule doit être utilisé, on va vous donner la vitesse maximale que le pneu peut supporter. Donc tous ces marquages-là, ils font partie des critères de choix du pneu qu'il faut connaître. Il faut être très regardant sur son itinéraire. Il faut être très regardant. Et surtout, quand on va remplacer ces pneus, il faut tenir compte que la loi interdit de placer des pneus différents sur un même essieu. Donc, quand vous remplacez vos pneus, vous les remplacez deux par deux. Oui. Parce qu'il faut que les pneus soient conformes. Il faut qu'on ait le même type. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces informations, monsieur Paul Arnaud Ekou. C'est sûr qu'on va regarder encore d'un autre œil nos pneus pour qu'ils soient dans les normes. Donc nous allons passer au dernier virage dans cette émission avec un invité et parler investissement dans quelques secondes. Eh oui, cela devient maintenant une habitude depuis le démarrage de cette saison, il y a un mois et demi plus précisément. On parle d'investissement dans cette matinale. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette frange de la population qui est très importante et qui est en nombre représentativement parlant. C'est la jeunesse. Comment les jeunes peuvent investir? Vous devriez donc prendre note assis de manière très concentrée pour suivre les indications de notre expert en la matière, monsieur Guy Abinogues. Bonjour à vous. Bonjour Alix. Bonjour. Bienvenue. Antoine. Merci. Alors, on a planché, on a en tout cas planté le décor. Dans l'imaginaire collectif, on se dit que l'investissement s'adresse généralement à des personnes d'âge bien avancé. Mais c'est des non-dits ou des oui-dits, finalement? Non, c'est des non-dits. C'est des non-dits. Je voudrais dire que lorsqu'on parle d'investissement, cela s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, notamment aux jeunes, aux personnes âgées. Ça s'adresse également aux entreprises, ça s'adresse à l'État. Et donc, ça s'adresse à toutes les franges de la société. Toutes les franges de la société. Aujourd'hui, on parle des jeunes. Monsieur Guy Abinogues, qui appelle-t-on jeune? Alors, quand on parle de jeunes dans le marché financier, on parle notamment des personnes âgées entre 25 et 35 ans. Donc des personnes prêtes à rentrer donc, dans la vie active ou qui viennent juste de débuter donc, leur carrière au niveau donc, de leur vie active. Alors vous savez, de manière générale, lorsqu'on parle d'investissement avec cette frange de la population, on est confronté à un fait. Le fait, c'est que la plupart des jeunes n'aiment pas investir. Pourquoi? Ils n'aiment pas investir parce qu'il y a 3 éléments principaux qui les freinent dans leur démarche par rapport à l'investissement. Alors, le premier élément porte sur, notamment, le manque d'éducation financière. Lorsque vous leur parlez d'investir dans l'immobilier, vous leur parlez d'investir sur le marché boursier, notamment parler d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, des SICAV et autres, pour eux, tout ça, c'est vraiment obscur. Ils n'y comprennent pas grand-chose. Du moins, ils ne veulent même pas chercher à comprendre. Ils ont d'autres chats à fouetter, permettez-moi l'expression. Ils le préfèrent donc s'adonner aux choses de la vie. Alors, le deuxième élément que l'on constate sur le marché financier, c'est également ce que j'appelle l'impression d'être sous-capitalisé. Les jeunes ont l'impression d'être sous-capitalisés. En fait, ils ont l'impression de ne pas détenir suffisamment de moyens pour pouvoir donc investir. Et la troisième raison, notamment, c'est la peur de prendre des risques. Vous voyez, le jeune qui rentre dans la vie active, de façon générale, il n'a pas grand-chose. S'il a, mettons, 3 millions de francs CFA sur son compte épargne et que vous lui demandez d'investir 2 millions de francs CFA, autour de 2 500 000, il vous dira « je ne peux pas le faire » parce qu'il a comme l'impression que tout ce qu'il a pu accumuler va se volatiliser dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Voyez, donc il va rester assez prudent et il va commencer à vous poser une série donc, de questions par rapport, donc, j'allais dire, à lesquelles vous devez donc apporter des éléments de réponse pour l'amener à rentrer dans un processus d'investissement.
Alors, dans le prolongement, hein, peut-être de notre sujet antérieur, comment déconstruire du coup ces idées reçues-là dans l'esprit des jeunes pour les emmener à passer le cap de l'investissement? Alors, la première des choses à faire, vous savez, c'est de bien expliquer aux jeunes que l'investissement leur est plutôt bénéfique. Vous savez, quand on est jeune, on a tout l'avenir devant soi. Donc, investir jeune, c'est avoir un horizon de placement lointain. Un horizon de placement lointain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous décidez de placer votre argent aujourd'hui en tant que jeune, vous avez cet horizon de placement lointain qui vous permet notamment d'atténuer tous les risques qui sont associés à votre portefeuille d'investissement et éventuellement donc de dégager à terme des rendements conséquents par rapport à ce portefeuille d'investissement. Plus vous investissez sur le long terme, plus les risques associés à votre portefeuille d'investissement sont atténués et plus les rendements donc escomptés deviennent importants. Donc, à partir de cet instant-là, lorsque le jeune a compris le bienfait de l'investissement, il est vraiment prêt à, je l'ai dit, à franchir le pas. Alors, pourquoi déjà prioriser des types d'investissements pour ces jeunes? Oui, justement, on priorise ces types d'investissements pour les jeunes pour leur donner, j'allais dire, une appétence par rapport au marché. D'abord par rapport au marché monétaire et ensuite par rapport au marché financier. Sur le marché monétaire, la première des choses qu'on leur recommande, c'est vraiment tout de suite d'avoir un compte d'épargne. Vous voyez, auprès d'une banque. Lorsque vous commencez à travailler, ouvrez un compte d'épargne qui va vous servir donc de compte de précaution. Ensuite, c'est tout de suite de rentrer dans ce que je pourrais appeler acheter, notamment un produit, le plan d'épargne logement. Pourquoi? Parce que le plan d'épargne logement va vous permettre donc à terme de pouvoir investir notamment dans l'immobilier. Et détenir une maison, je pense, pour tout être humain, c'est la première des choses, notamment à posséder. Donc ces jeunes-là, comme ils ont un horizon de placement qui est lointain, imaginez un jeune qui a 25 ans, vous lui demandez donc d'investir pendant 15 ans dans un plan d'épargne logement, à terme, il va donc se retrouver avec, j'allais dire, une somme d'argent importante. Et cette somme d'argent peut lui servir donc d'apport par rapport donc, au prêt qu'il va solliciter auprès de sa banque. Et mieux, c'est qu'il peut même obtenir, j'allais dire, un intérêt préférentiel de sa banque pour pouvoir donc acheter sa résidence principale. Voilà pourquoi il faut prioriser notamment, j'allais dire, les titres sur lesquels les jeunes doivent investir. Ensuite vient le marché boursier. Là, il y a toute une éducation donc, à donner, notamment aux jeunes. Leur expliquer ce que c'est une action, leur expliquer ce que c'est une obligation, leur montrer donc l'attrait du marché donc, financier, ce que le marché financier peut leur apporter en termes d'investissement. Alors, M. Abi, nous sommes en 2021. Hein. Quels sont pour les jeunes aujourd'hui les meilleurs investissements à opérer? Et prenant en compte le fait que peut-être que c'est vraiment les premiers investissements qu'ils vont opérer. Alors, la première des choses qu'un jeune doit faire, et au risque de me répéter, c'est d'abord ouvrir un compte d'épargne. Lorsque vous commencez par travailler, ouvrez tout de suite un compte d'épargne. Je connais plein de jeunes qui n'ont même pas de compte d'épargne. Ils ont juste un compte courant pour recevoir donc leur salaire. Et à partir de là, tout y passe. Vous voyez, à partir de là, tout y passe. Aucun plan d'investissement, aucun plan pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut donc amener les jeunes d'abord à détenir un compte d'épargne. Et ce compte d'épargne va leur servir donc d'épargne de précaution pour notamment faire face à tous les coûts qui pourraient se présenter à eux. La seconde chose que ces jeunes devraient faire, c'est détenir notamment un plan d'épargne logement. Comme je l'ai dit tantôt, ce plan d'épargne logement va leur permettre à terme de détenir une résidence principale. S'ils ne peuvent pas y construire, ils vont acheter notamment dans un projet immobilier et au moins être propriétaires de leur propre maison au lieu de rester toujours en système de location. Voyez. Ensuite, la troisième des choses, c'est aller maintenant sur le marché financier. Et pour aller sur le marché financier, bien évidemment, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'accompagnement. Vous savez, la plupart des acteurs du marché financier aujourd'hui l'ont compris. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces acteurs? Ils essaient donc de mettre des outils digitalisés à la disposition de ces jeunes pour leur expliquer ce que sont les instruments du marché financier. Notamment ce que c'est la bourse, qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on peut gagner en investissant donc sur la bourse. Voyez. Et donc, ça leur permet en ce moment-là d'acheter des actions, d'acheter des obligations, d'acheter des fonds communs de placement. Et l'idéal pour eux, c'est tout de suite de constituer ce que je pourrais appeler un portefeuille diversifié. En achetant, par exemple, des fonds communs de placement, ils rentrent tout de suite dans la diversification. Puisque dans le plan commun de placement, vous avez à la fois des actions, des obligations. Voyez. Et donc, ils optent pour la croissance de leur capital qui est investi et ils optent également aussi pour une perception de revenus, j'allais dire, réguliers.
Alors, M. Guy Abinogues, c'est cette technique-là pour faire comprendre aux jeunes qu'on peut investir même sans avoir de grands revenus. Alors, dites-nous un peu, que faire pour une meilleure structuration de dossier lorsqu'on veut se lancer dans ces investissements? Alors, quand vous devez vous lancer dans ces investissements, la première des choses à faire, c'est de voir d'abord ce que vous avez entre la main. Est-ce que vous avez un revenu régulier? Si oui, revenu découlant, par exemple, de votre salaire ou même d'une autre activité si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, vous allez percevoir, j'allais dire, des revenus émanant donc de votre activité. Et donc, à partir de là, vous devez donc établir un budget et voir la priorité par rapport à vos dépenses. C'est vrai que vous avez des dépenses mensuelles auxquelles vous devez donc faire face. Mais ce qu'il faut inclure dans ces dépenses, c'est une allocation pour notamment votre portefeuille d'investissement. Et ça, c'est important. Et donc moi, j'allais dire personnellement, j'invite vraiment les jeunes, notamment, à inclure cette allocation par rapport donc au portefeuille d'investissement, afin de commencer très tôt à constituer donc un portefeuille d'investissement. Alors, monsieur Noguès, depuis plusieurs de nos échanges ici, la donnée de durée est prépondérante. Pour les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, ils se disent oui, on nous a donné plusieurs produits financiers vers lesquels on peut se diriger, mais nous sommes peut-être dans l'immédiat. Alors, comment satisfaire leurs besoins immédiats de revenus, de rentabilité? Oui, vous avez des actions, vous avez des obligations qui existent sur le marché. Si un jeune se trouve donc dans la perception de revenus, donc j'allais dire immédiat, il n'a qu'à investir dans les obligations. Les obligations vont lui permettre chaque année de percevoir des revenus. Mais ce n'est pas en investissant dans les obligations qu'il va se construire un avenir. Vous voyez, pour se construire un avenir, il faut qu'il investisse sur le long terme. Et en investissant sur le long terme, il développe en même temps un patrimoine. Et lorsqu'il a développé son patrimoine, il se construit effectivement un avenir meilleur. L'avenir meilleur, justement, comment vous le décrivez en matière financière pour un jeune? D'accord, je le décris de la façon suivante. Vous savez, lorsque vous investissez sur le long terme et que vous commencez à percevoir des revenus importants, ça change complètement la structure de votre vie en termes de situation financière. Puisque là, vous êtes mieux nanti. Vous avez donc des moyens beaucoup plus importants et à partir de cet instant-là, vous pouvez faire face notamment à tous les coûts de la vie. Parce que vous pouvez, par exemple, financer l'éducation de vos enfants sans problème, vous pouvez assurer donc vos retraites également sans problème, mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez que des regrets. Voyez? Parce que quand vous allez atteindre l'âge de 45 ans, de 50 ans, la seule question que vous vous poserez, c'est de dire, si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Et ce serait déjà, je ne dirais pas tard, mais vous avez un horizon de temps. Vous aurez perdu quand même. Voilà, vous aurez perdu du temps et vous avez un horizon de temps qui ne vous est plus favorable. Vous nous poussez un peu à aller sur le terrain de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à diverses difficultés. On parle de manque de financement, on parle de conditionnalité pas souvent évidente et tout. Est-ce que cela n'est pas un frein à tout ceci? Non, ce que je voudrais surtout préciser à ce niveau, c'est vraiment deux choses différentes. Oui. Si on schématise le processus d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, il commence par la constitution d'une épargne. L'entrepreneuriat va vous permettre de dégager donc des revenus et de constituer donc cette épargne-là. À partir de cette épargne, vous allez maintenant commencer à investir. Voilà. Alors, donc, on ne peut pas, on ne peut pas mettre l'entrepreneuriat avant donc, après l'investissement. Il faut qu'il soit bien avant pour pouvoir dégager, pour vous permettre de dégager des revenus. Et une fois que vous avez dégagé donc ces revenus-là, c'est comme si vous êtes salarié d'une société. Je travaille dans une société X, je perçois un salaire à la fin du mois. À partir de ce salaire, j'investis. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va vous permettre de dégager des revenus parce que vous vous payez en tant qu'entrepreneur. Vous avez donc des charges sociales et dans ces charges-là est inclus notamment votre salaire. Voyez? Et donc, à partir de cet instant-là, vous allez utiliser donc ce salaire-là pour procéder maintenant à une allocation, notamment par rapport à la condition de votre portefeuille d'investissement. Alors, M. Abi, l'univers financier, comme d'autres univers, sont naturellement soumis à plusieurs agrégats externes, exogènes. Alors, comment faire face, quand on est jeune, à cette donnée de la fluctuation qui peut intervenir lorsqu'on veut investir? Ben justement, vous savez, quand on écoute quelquefois les nouvelles sur les chaînes, même nationales ou étrangères, ce qui frappe surtout, ce sont les fluctuations du marché. Alors le jeune qui veut tout de suite entrer donc, sur le marché boursier, quand il voit ça, évidemment... Il est réticent, oui. Il est réticent, ça constitue un frein pour lui. Il se dit, oula, je ne peux pas entrer dans un tel univers. Mais bien au contraire, vous savez, quand le marché est baissier, c'est le meilleur moment pour
investir. Et vendredi, la bourse était à la baisse. Hein. Vendredi, la bourse était à la baisse. Effectivement, je vois bien que vous suivez les actualités. Tout à fait, ça m'intéresse. Voilà. À partir de cet instant-là, vous pouvez commencer à investir. Je vous ai dit ici la semaine dernière que la bourse, notamment le BFM 10, l'indice des 10 valeurs les plus actives du marché, avait perdu à peu près 12% l'année dernière, en année 2020. Si cette année, vous décidez d'investir donc sur cet indice-là, vous voyez que vous êtes dans une position qui vous est favorable, parce que tout ce qui peut se passer, c'est que l'indice aille à la hausse. Alors, M. Guy Abinogues, devant les téléspectateurs, devant nos caméras et tout, on va peut-être revenir sur ce sujet. Vous pouvez dire aux Ivoiriens aujourd'hui qu'on peut investir sans forcément avoir de grands moyens. Alors, je voudrais vraiment le dire de manière solennelle. On peut effectivement investir sans avoir de grands moyens. On peut investir à tempérament, on peut investir donc à minima, et vous avez des instruments sur le marché financier qui vous permettent de le faire, notamment les fonds communs de placement, voire même les sociétés d'investissement à capital variable. Je vous ai dit la semaine dernière que pour les fonds communs de placement, vous avez même des montants d'investissement qui varient entre 1 000 et 2 000. Voyez. Et là, je me suis renseigné encore sur le marché. La moyenne aujourd'hui sur le marché financier régional de l'UEMOA, c'est 3 000 francs CFA pour acheter une part d'un fonds commun de placement. C'est à la portée. C'est à la portée de tout le monde. Donc, il faut y aller. Alors, monsieur Abi, on ne peut pas ne pas vous poser la question qui fait, ma foi, l'actualité, vu votre profil. On est face peut-être à une méconnaissance même ou à une lecture erronée du décryptage de l'annexe fiscale qui nous a été soumis de constater. Elle est dans sa phase pratique. Pour des jeunes qui ont investi dans certains domaines, comme on a tendance à le comprendre, là, notamment dans le domaine de la livraison, comment ils devraient appréhender cette annexe fiscale par rapport à leur envie peut-être d'investir et d'agrandir et surtout d'être solide aussi? Oui, aujourd'hui, ce qui paraît justement, ce qui transparaît de cette annexe fiscale, pour les jeunes, ça paraît être un frein, notamment à l'investissement des jeunes. Ça paraît être un frein à l'entrepreneuriat. Qu'en est-il? Qu'en est-il exactement? Effectivement, vous savez, quand vous êtes sur un marché, vous avez donc des lois qui sont votées par les autorités et vous devez vous adapter donc à ces lois. La première des choses à faire, c'est de faire tranquillement votre business. Même si cela impacte, j'allais dire, vos affaires, vous devez rester dans les pas de cette économie-là et continuer à faire votre affaire. Il ne faut pas vous préoccuper de ce qui va se passer. Les discussions sont toujours en cours, notamment avec donc, le patronat ivoirien, pour pouvoir donc revoir certains pans de cette annexe fiscale. Mais si, dès le départ, vous avez une attitude défaitiste par rapport donc, à ce qui est dit, notamment par les autorités, alors dans ces conditions, vous n'êtes pas du tout prêt à rentrer sur le marché. Mais est-ce qu'il y a moyen encore d'infléchir ou de faire bouger les lignes à ce niveau? Il y a toujours bien entendu, bien évidemment. Vous savez, c'est pas vraiment fixé dans du marbre. Non, ça n'a jamais été figé. Voilà. Vous savez, je vous rappelle que l'année dernière ou l'année d'avant, l'État avait arrêté donc, des dispositions fiscales qui étaient vraiment très contraignantes. L'État parlait même notamment de censurer, ou pas de censurer, pardon, de mettre une taxe sur les mèches des femmes. Voyez, je crois que c'est revenu sur la table, tout, les cheveux. Ça a été mal pris, j'allais dire, sur le marché. Le patronat s'est saisi du dossier, a engagé des discussions donc, importantes avec l'État, et l'État est revenu sur sa décision. Alors, ce sont des choses qui sont toujours discutables entre le patronat ivoirien, qui œuvre notamment pour l'ensemble de tous les acteurs économiques de ce pays, donc, et qui discute avec l'État pour amener l'État, j'allais dire, à des actions qui sont... Un argumentaire soutenu. Donc, face à toutes ces dispositions, ne pas abandonner. Non, il ne faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. Quand vous décidez de rentrer dans l'entrepreneuriat, que vous avez confiance en votre business, vous avez confiance en votre activité, vous devez aller jusqu'au bout. Même si on ne rentabilise pas maintenant? Non. Parce que quand vous investissez, qui vous dit que la première année va être une année rentable? Qui vous dit également que la seconde année va être une année rentable? Quand vous investissez, vous regardez le long terme. Quand vous êtes entrepreneur aussi, vous regardez le long terme. Vous devez être patient par rapport à ce que vous êtes en train de faire. La première année, voire la seconde année, permet simplement de... Vous devez chercher l'équilibre. Et après donc, la recherche de cet équilibre, maintenant, vous allez vers le profit. Comme pour dire, il ne faut pas brûler les étapes et il faut être beaucoup patient et faire preuve de courage pour pouvoir atteindre ces objectifs. On espère que les jeunes en ont pris bonne note et que les informations qui ont fusé ici sur notre plateau ont pu éclairer la lanterne des uns et des autres. Merci à vous, M. Abi Guinodes, d'être passé.
C'est sur le plateau de la matinale, dans la case investissement. Nous, on a terminé pour aujourd'hui. On a terminé pour aujourd'hui. On aura un grand plaisir à vous retrouver demain. La semaine a commencé et on ne cessera jamais de le dire. On a le secret pour vos matins sur RTI1. Que Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir.